Mesdames, Messieurs, soyez bienvenus. Nous avons l'immense plaisir et le grand honneur aujourd'hui de recevoir le professeur Michel Maffezoli, sociologue, philosophe, professeur et émérite à la Sorbonne, à l'Université française, autour de son nouveau ouvrage Le temps des peurs. Mon professeur Michel Maffezoli, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation malgré l'agenda. Merci infiniment, c'est un honneur pour nous. Comment nous pouvons présenter votre ouvrage Le temps des peurs? Ah ben, je ne sais pas, vous pouvez peut-être me poser des questions et je vous répondrai en fonction de vos questions, bien Quelle est sûr. l'idée? Est-ce que c'est une continuation de même idée, les mêmes idées, celles de l'ère de soulèvement? Ça veut dire, est-ce que ça concentre sur le déclin du progrès, la fin des Lumières, Oui, le oui, déclin oui. de la société occidentale? C'est quoi l'idée principale? L'idée principale, si vous voulez, qui est une idée que je développe depuis longtemps dans mes divers livres, c'est que nous assistons actuellement à la fin d'une époque, hein, ce que on appelle l'époque moderne. Hein, modernité qui a commencé avec le XVIIe siècle, le Descartes, qui s'est conforté au XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, qui s'est structurée autour de tout au long du XIXe siècle, et un philosophe comme Michel Foucault a bien montré comment le XIXe siècle avait été l'élaboration des grandes institutions, et puis qui, tant bien que mal, a vécu tout au long du XXe siècle. Et mon hypothèse, depuis de longues années d'ailleurs, c'est de rendre attentif que cette époque moderne est en train de s'achever. Hein. Je répète, j'aime beaucoup les étymologies et je précise que le mot époque en grec, ça signifie parenthèse. Voilà, donc il y a une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse se ferme, et à mon avis, la parenthèse comment dire cela, est avant une autre époque qui commence, ce que certains, je suis cela, appellent la postmodernité, il y a des périodes, c'est ce que nous vivons actuellement, des périodes qui durent quelques décennies et des périodes un peu incertaines. Et voilà le cœur de ma réponse à votre question. Dans ces périodes, les élites au pouvoir, hein, c'est-à-dire politiques, journalistes, experts, hein, quand je dis élite, moi je dis ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, continuent à rester sur les valeurs de l'époque qui est en train de s'achever, l'époque moderne. Et donc sont déconnectés, déphasés par rapport au peuple, si je puis le dire simplement. Et alors, comme le pressente bien qu'il y a un décalage, qu'il y a, disons-le simplement, un désamour, eh bien, elle réactive, je dirais, des peurs. La peur est une structure anthropologique, hein. La peur, elle est en chacun d'entre nous. Mais les sociétés équilibrées arrivent en quelque sorte à gérer cette peur. Là, il se trouve que, au lieu de savoir la gérer, ou si je le dis simplement de l'homéopathiser, ces politiques, ces élites en question, tendent à mettre en place une stratégie de la peur. Alors, ce fut bien sûr le confinement par rapport à la psychopandémie qui a eu lieu dans les... Ça veut dire qu'il est devenu un instrument de domination, de gouvernance. Oui, de toute façon, chaque époque a une élite, hein. Chaque société a des élites. Mais il est des moments, et c'est mon hypothèse, que cette élite n'est plus en phase avec le peuple, hein. Elle est en décalage, en quelque sorte. Et pour masquer, je dis bien pour masquer ce décalage, eh bien, elle met en place des stratégies de la peur. Et dans mon livre, Le temps des peurs, je parle d'ailleurs de la stratégie de la peur, hein. C'est-à-dire, ce fut par exemple, dans les 3 ans qui viennent de s'écouler, la stratégie de la peur concernant le Covid, par exemple. Maintenant, ça pourrait être la stratégie de la peur concernant cette guerre en Ukraine. Ça va être une stratégie de la peur concernant l'eau, par exemple, ou le changement climatique. Vous voyez, c'est-à-dire que, bien sûr, la peur est réelle, c'est quelque chose qui est humain, je dirais, hein. C'est notre espèce animale a toujours eu cette structure de la peur. Mais, en gros, pour dire bref, il y a une exagération, voilà, hein, une élite en déphasage
exagèrent la peur. Voilà un peu mon sentiment et c'est ce que je développe dans ce livre. Est-ce que vous êtes parmi l'autre voile, parmi les résistants qui essaient de, euh, ça veut dire, scandaliser cette stratégie de panique gérée par l'autorité publique, par l'élite, par les dominateurs? Est-ce que vous êtes parmi les résistants? Oh, c'est un bien grand mot, mais disons que de toute façon, moi j'ai été fidèle à mon, voilà quoi, il est des moments où il y a une telle déconnexion entre les élites et le peuple qui se servent en quelque sorte de ces peurs. Alors oui, c'était le problème de la résistance. Moi, je considère que malheureusement, d'intellectuels, beaucoup de journalistes se sont contentés, si je puis dire, de se plier, de se coucher même devant le pouvoir. Et rares sont ceux qui savent résister. Bon, nous avons évoqué ce journaliste qui s'appelle André Berkoff. Lui, c'est un des rares actuellement journalistes. C'est pas le seul, hein, mais c'est un des rares qui a gardé un peu, je dirais, cette capacité, hein, de poser des questions. Et je considère que poser des questions, c'est cela la vraie résistance. Alors, cela dit, sur les réseaux sociaux, forums, blogs, il y a quand même de plus en plus, moi je suis frappé de voir des gens qui justement savent résister, hein. Et alors ce n'est pas bien sûr dans les journaux officiels, ce n'est pas dans ce qu'on appelle la presse mainstream qu'il y a cette résistance, mais je vous rends attentif au fait que, enfin moi je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais je vois par exemple en France où des quantités de jeunes, grâce encore une fois au forum de discussion, eh bien, élaborent une vraie résistance intellectuelle. Voilà, donc je ne suis pas de ce point de vue, je ne suis pas pessimiste. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est ce que j'expliquais dans mon livre L'ère des soulèvements, en disant il va y avoir des soulèvements, et on voit bien en France que dès qu'un ministre, un président se déplace, il y a beaucoup de soulèvements qui traduisent cette résistance. Oui, malgré que on remarque qu'en France, surtout le contexte français, dès que vous êtes contre la conception, la notion, ça veut dire le scénario officiel dominant, vous êtes rapidement étiqueté. Et il y a cette violence d'étiquetage. Vous êtes complotiste, anti-système, etc. Alors, comment vous pouvez expliquer ce déclin moral et au niveau de l'éthique aussi? Et au niveau de la liberté, le déclin de la liberté aussi d'expression. Justement, dans mon livre Le temps des peurs, je consacre un chapitre au fameux complotisme, hein, ce qu'on appelle complotisme. Et j'explique que, justement, en fonction de ce que je dis depuis tout à l'heure, que quand il y a un désaccord, hein, un écart très fort entre le peuple et les élites, eh bien, se met en place une attitude, dans la tradition catholique, on va appeler l'inquisition, hein, l'attitude inquisitrice. Et donc, dans le fond, oui, il y a cette inquisition, hein, c'est-à-dire l'inquisition est censée euh, protéger, garder un dogme, hein. Alors, ça a pu être le dogme, tel ou tel dogme religieux. Là, actuellement, c'est un dogme pseudo-scientifique, par exemple concernant le Covid, ou pseudo-moral concernant les défenses des valeurs démocratiques pour la guerre en Ukraine. Mais alors, c'est au nom de cette inquisition qu'on essaie de taxer quelqu'un de complotiste. Voilà. Moi, je dis que ce n'est pas important, cela, hein. Moi, ça m'est complètement égal, même quand on me dit que je suis dans le camp des complotistes, ça, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Moi, je répète que je rappelle que il s'agit de savoir poser des questions. Vous voyez, là, par exemple, nous parlons maintenant. Demain, je pars à Nancy pour faire une conférence. Il y a 3 jours, j'étais à Milan pour faire une autre conférence. Le 16, voilà, ce pour dire que finalement, de plus en plus de gens sont attentifs, je dirais, à la capacité de résister et de savoir poser, encore une fois, le plus judicieusement possible des questions. Donc, personnellement, je ne suis pas, de ce point de vue, pessimiste. Je considère qu'il y a des quantités d'indices, hein, qui montrent que, justement, on ne se satisfait plus tout simplement du dogme dominant, de l'inquisition dominante. Oui.
comment vous expliquez le déclin économique et social, politique en France? Je sais que vous étiez un peu proche de la droite, mais vous n'étiez pas du tout un homme proche du pouvoir, hein, du pouvoir. Comment vous expliquez? La France elle est en train de perdre son autorité diplomatique. La France Oui, bien sûr. est devenue, je m'excuse, un serviteur de la diplomatie américaine. Et je sais que vous Oui, avez un oui. peu, vous êtes accusé d'avoir un peu de mépris vers la société américaine et le peuple américain. Comment vous expliquez ça? C'est la responsabilité de qui? Des politiciens, des intellectuels? Alors tout d'abord, moi on a pu dire que j'étais de droite, je n'ai jamais été de droite ni de gauche. Voilà, ma position Proche d'universitaire. de droite. Non, mais ma position universitaire, c'est ce que j'appelle je suis un disciple de Joseph de Maistre, c'est ce qu'on appelle une métapolitique, hein, où j'ai été formé dans la pensée de Max Weber, le savant et le politique, hein. Moi, je ne me qualifie pas de politique, je suis dans la perspective du savant. Voilà, donc c'est pour dire que je peux être invité à gauche ou à droite, ça m'est égal, si vous voulez, et les qualificatifs que l'on me donne me sont aussi indifférents. Voilà, petite parenthèse. Concernant le fond de votre remarque, ben oui, c'est très grave et je dois vous avouer que ça me fait beaucoup de peine pour mon pays, hein, la France, de voir qu'il y a cette espèce de décadence à beaucoup de niveaux. Alors bien sûr, au niveau économique, au niveau politique, au niveau de sa notoriété culturelle également, hein, et diplomatique, en effet. Et pour ça, moi, je considère que c'est véritablement la faute, si on peut parler ainsi, de ce déphasage de l'élite et en particulier de la classe politique actuelle, hein, c'est-à-dire ministres, présidents, qui ne comprennent plus ce qu'est la vie sociale en France et se contentent en quelque sorte d'imposer les modèles américains. Et de fait, cette espèce d'américanisation de l'Europe, américanisation bien sûr de la France dans cette Europe, pour moi, c'est cela le vrai danger et c'est la raison, si on peut dire, de cette décadence française. Je maintiens, c'est parce que, encore une fois, les élites au pouvoir et les présidents actuels, bien justement, restent par trop inféodés euh, à la domination américaine. Ça, c'est certain. Et le contexte international actuel, est-ce que ça vous donne des signes sur la possibilité de naissance d'un nouvel ordre mondial et la fin de la domination américaine? Alors moi c'est pas ma spécialité, hein, je ne suis pas géopoliticien, je tiens à le préciser, hein, je réfléchis sur Oui, la vie sociale et je n'ai pas de compétences pour parler de géopolitique. Ce que je peux dire, c'est que d'une certaine manière, c'est un peu mon hypothèse, est en train de se constituer actuellement, disons, une entité beaucoup plus vaste qui est un peu ce que j'appelle moi l'idéal impérial, hein. L'idée impériale, non pas l'Europe telle qu'elle a été conçue, qui est d'une certaine manière une reproduction de l'État fermé en lui-même, mais un peu ce qu'était au Moyen Âge, hein, l'Europe, c'est-à-dire où dans le fond il y avait des interactions, où l'importance c'était la cité, la région, etc. Et mon hypothèse, mais ça c'est une hypothèse, moi je ne suis pas prophète, hein, mon hypothèse que est en train de se constituer ce nouveau, cette idée impériale, hein, européenne. Mais pour le moment, les élites restent dans une conception de l'Europe très étatiste, hein, très fermée en quelque sorte. Pour moi, ce n'est pas cela. Je suis attentif par contre au fait que j'ai été pendant 40 ans professeur à la Sorbonne et j'ai vu beaucoup d'étudiants. J'avais des bourses pour envoyer des étudiants dans beaucoup de pays européens et cela crée, si vous voulez, une espèce de, comment dire cela, enfin de relation, un relationnisme juvénile. Et je compte beaucoup, je pense que c'est ce relationnisme juvénile qui va constituer la manière d'être d'une Europe libérée du modèle américain, je le pense. Vous êtes proche de la jeunesse, vous êtes proche, vous êtes bien respecté par la jeunesse. Est-ce que vous pensez que cette jeunesse sera capable de changer?
Ah oui, moi je suis à l'encontre de ce qui est dit en général, c'est-à-dire on considère que ces jeunes n'ont plus de valeur, que De disons consommation, voilà, par consommation. exemple, moi je suis au contraire frappé et très régulièrement j'ai des jeunes philosophes, sociologues, sciences politiques qui viennent me voir, mais régulièrement, plusieurs fois par semaine, pour parler avec moi à partir de mes livres, hein. Ils ont lu mes livres, ils viennent discuter avec moi et je suis au contraire frappé de cette espèce de grande vitalité qui est celle de cette jeunesse, hein, pour ceux que je connais, moi. Une vraie vitalité, je dirais même un vitalisme, vous voyez, c'est-à-dire que alors qu'il y a des difficultés économiques, des difficultés de tous ordres, eh bien, il y a une espèce de résistance là très forte, premièrement. Deuxièmement, cette jeunesse ne se réduit pas, ne se reconnaît pas dans ce qui fut le grand modèle, on va dire, marxisant, c'est-à-dire la prévalence de l'économie, hein, le matérialisme historique. C'est frappant de voir comment chez cette jeunesse, il y a des ressources et des désirs spirituels, voire religieux, voyez. Et c'est un peu cela qui me fait dire qu'il y a ce que j'ai appelé il y a un instant ce vitalisme très fort, hein, qui ne se reconnaît plus dans les modèles, encore une fois, marxisants, matérialistes qui ont dominé la modernité, mais qui là, au contraire, sont en train de créer une nouvelle manière d'être ensemble. Vous voyez, un grand penseur et philosophe français qui s'appelait Charles Péguy, hein, disait tout commence en mystique et s'achève en politique. Mais quand la politique est finie, le mystique revient, si je puis dire. Et moi, c'est un peu mon hypothèse également. Je considère qu'il y a chez ces jeunes générations une attitude, n'ayons pas peur du mot, religieuse ou mystique, et c'est ce qui va sauver notre pays. Est-ce que c'est question d'identité, valorisation de l'identité, résistance identitaire devant ces démarches, devant ces mécanismes de destruction de l'identité de citoyens européens? Est-ce que c'est une sorte de résistance identitaire ou quelque chose? Oui, disons de résistance, tout simplement parce que ces jeunes générations, si on reste sur l'idée de la jeunesse, c'est la société de demain. Et de mon point de vue, c'est aussi déjà la société d'aujourd'hui, si je puis le dire ainsi. Et donc, vous voyez l'exemple que je donnais il y a un instant, c'est-à-dire tous ces jeunes qui, au travers des bourses Erasmus, hein, Oui. se sont développés, ont développé des amours, des amitiés, et que c'est cela qui, très rapidement, va créer une autre manière d'être en Europe. Alors, faut-il dire une identité? J'en sais rien. Moi, je dis tout simplement que, de fait, et là encore, Internet aidant, il y a des réseaux qui sont en train de se créer. Il y a la cyberculture qui est le propre même de cette jeunesse, bien justement, permet les rencontres, hein, permet les aides, permet le partage. Et c'est cela qui est très important de mon point de vue et qui fait que cette jeunesse est en train de créer une autre manière d'être ensemble, en particulier, bien sûr, européenne. Alors, vous êtes, à la fin, vous êtes optimiste, professeur Mafizol. Je n'aime, on me dit souvent que je suis optimiste. Moi, ce n'est pas des catégories que j'emploie, hein. L'optimisme ou le pessimisme sont des catégories Sortie morale. morales qui ne sont pas les miennes. Non, quand on me dit, quand on me fait le même type de remarque que vous venez de me faire, je dis non, je suis tout simplement réaliste. Hein, réaliste. Hein, c'est pas. Affirmatif. Voilà, le réaliste, c'est-à-dire. Vous voyez, le problème, c'est que les intellectuels, très souvent, fonctionne sur une logique du devoir-être, ce qu'on aimerait que soit la société, etc. Moi, dans la perspective nietzschéenne qui est la mienne, hein, du philosophe Oui. Nietzsche, je ne me préoccupe pas de ce que devrait être, je me contente d'observer, de voir, si je puis dire. Voilà. Et c'est en ce Constat. sens que je dis, voilà, il faut être réaliste. Le réaliste, c'est que justement, on observe très simplement. J'ai créé pendant longtemps à la Sorbonne un centre d'études sur l'actuel et le quotidien. On observe dans la vie quotidienne, hein, c'est-à-dire la vie de tous les jours, c'est ça le réalisme. Des pratiques qui montrent bien que ces jeunes générations, eh bien, ont une attitude très positive de l'existence et s'emploient à créer véritablement dès lors une nouvelle société. C'est mon sentiment. Merci infiniment. Ça a été un honneur pour
pour ma personne vraiment de recevoir mon professeur Michel Maffezoli, sociologue professeur émérite à la Sorbonne, autour de son nouveau ouvrage Le temps des peurs. J'aimerais annoncer que nous recevrons professeur Maffezoli en présentiel à Genève prochainement. Merci infiniment et à la prochaine rencontre. Merci infiniment. Entendu. Au revoir, chers amis. Au revoir. À bientôt.